YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous raconter en fait l'histoire du poltergeist d'Enfield. De toute façon, je pense que vous l'aurez vu dans le titre. Du coup, euh, j'espère que la vidéo vous plaira et on commence direct. Donc l'histoire en fait du poltergeist d'Enfield, l'histoire en fait se déroule en 1977 dans une petite banlieue de Londres au 284 Green Street. Dans cette maison en fait vit une famille tout à fait ordinaire. Il y a donc Peggy, la maman, vit toute seule en fait avec ses 4 enfants. Tout se passe super bien jusqu'au soir du 31 août vers 21h. En fait vers 21h, deux de ses enfants étaient en train de dormir, donc dans leur lit. Et ils se sont fait réveiller en fait par un crissement qui venait du plancher. La maman qui a entendu ce même bruit est montée, entra dans la chambre, alluma les lumières et elle trouva ses enfants très très excités. Après, je pense que c'est normal, vu qu'ils ont entendu des bruits, c'était des enfants. La veille, ils avaient essayé de faire croire à Peggy que leur lit avait bougé tout seul. Ici, ils accusaient une chaise d'avoir bougé tout seul. Peggy qui disait que c'était juste des enfants, que c'était pas grave, et Peggy soupira simplement, elle éteignit la lumière. Au moment où Peggy allait regagner sa chambre, elle entendit comme un frottement furtif qui venait du plancher, et 4 coups se sont fait entendre. Ces 4 coups semblaient venir des murs. La commode qui était près de la porte de la chambre des enfants a commencé doucement à s'avancer toute seule. Les enfants qui étaient alors très excités étaient d'un coup très très calmes. Peggy décida alors de remettre simplement cette commode en place. La commode a de nouveau glissé, et ainsi de suite. Donc après avoir essayé une 3e fois de la remettre en place, impossible pour elle de la bouger. Le meuble était comme tenu par une force inexplicable. Et à un moment, Peggy sentit la peur monter en elle. Elle ordonna aux enfants de descendre dans le salon. Ils ont installé un petit campement provisoire dans le salon parce que plus aucun des enfants, ni Peggy, ne voulait remonter dormir à l'étage. C'est normal. Elle décida donc d'aller voir ses voisins. Elle leur supplia de venir voir dans la maison, voir si elle n'était pas devenue folle ou quoi. Donc les voisins, ils ont accepté. Au moment où ils commençaient à fouiller la maison, ils ont entendu comme des petits coups qui venaient des murs. Les coups semblaient les suivre. Apparemment, les bruits étaient comme si quelqu'un était derrière les murs et essayait d'y sortir. Ils n'ont trouvé aucune explication, donc vers 23h, Peggy décida d'appeler la police. La police arriva, fouilla, ne trouvant aucune explication. Et au moment où les policiers étaient en train d'écouter donc l'histoire de tous ces phénomènes qui venaient de se passer, 4 coups se sont fait encore une fois entendre. L'un des fauteuils qui se trouvait dans le salon s'est déplacé d'1 mètre. Les policiers l'ont examiné sans trouver la moindre explication, sans trouver la moindre ficelle, le moindre trucage. Vers minuit, plus ou moins, les policiers ont pris congé. Ils leur ont expliqué qu'eux ne savaient rien faire. Si quelque chose, un esprit d'invisible, enfreignait les lois de la nature, c'était pas à eux de s'en occuper, mais aux scientifiques. Le reste de la nuit s'est passé dans le calme jusqu'au lendemain, où tout a recommencé. Alors ça a commencé par les billes et les Legos du petit Billy, qui ont commencé à voler au plafond, à retomber violemment sur le sol. Peggy, qui était terrifiée, alla de nouveau chez ses voisins pour venir les chercher. Et au moment où donc, Peggy et ses voisins sont entrés dans la cuisine, 2 billes les ont frôlées à une vitesse folle. Elles étaient brûlantes. Peggy, qui était désespérée, honnêtement, ne savait plus vers qui se tourner. Elle est allée trouver le Daily Mirror, c'était un grand journal. Elle décida de leur expliquer son problème, de tous les phénomènes qui venaient de se passer. George Fallow, qui était impressionné par l'histoire de Peggy, a décidé de se rendre dans cette maison, en compagnie de son photographe David Thorpe. Une trentaine de minutes à peu près après l'arrivée de ce journaliste, il entendit très clairement 4 petits coups résonner dans les murs. Il pensait clairement avoir affaire à un poltergeist, donc il prit contact avec le SFPR. Peu de temps après, Maurice Gross, un enquêteur scientifique, arriva à la maison. À peine avait-il franchi le seuil de la porte, tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'étrange. Donc avant de partir, Maurice demanda
à Peggy de noter chaque phénomène étrange, chaque incident. Les 3 premiers jours furent plutôt calmes, quand d'un coup, le 8 septembre, toute la maison s'anima. Que ce soit les vêtements étaient jetés par terre, les jouets des petits, des chaises pivotaient, avançaient toutes seules, des billes fonçaient au plafond, s'écrasaient au sol, les tiroirs bougeaient, les portes s'ouvraient, se fermaient, etc., etc. Les phénomènes semblaient être plus forts en fait quand Janet était à proximité, comme si Janet était le centre de tous les phénomènes. Samedi 10 septembre 1977. L'article que le Daily Mirror a fait de Peggy est à la une du journal. À la suite de ça, Peggy est invitée sur une émission télé pour parler de toute son histoire. À la suite de ça, Guy Playfair, membre du SFPR, proposa son aide à Maurice, et Maurice accepta tout de suite, parce qu'honnêtement, lui non plus ne savait plus quoi faire. Il en avait vraiment besoin. Le 12 septembre 1977. 2 jours plus tard, Guy Lyon Playfair rejoignit Maurice, Grosse, chez Peggy et sa famille. La maison était encerclée et surveillée par des journalistes et des enquêteurs convaincus de l'authenticité de cette histoire. Ils ont installé des caméras, des appareils photo et des enregistreurs. Ils en ont installé dans chaque pièce, mais chaque enregistreur avait cassé, un après l'autre. À chaque fois qu'ils étaient installés, ils cassaient. On sentait bien que le poltergeist montait en puissance, qu'il arrivait toujours à être beaucoup plus fort. Le 25 septembre 1977. Peggy et Janet en avaient clairement marre. Du coup, elles pensaient que peut-être en passant une journée chez leurs voisins, elles allaient être au calme. Mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, le poltergeist arrivait à les suivre, même dehors. Le quartier était au courant de ce qui se passait. Tout le monde, certains les évitaient, à part la famille, à part leurs voisins. Maurice a enregistré quelques témoignages donc, de ses voisins. Certains disaient qu'ils voyaient des silhouettes d'une vieille dame à la fenêtre de la chambre côté rue. Le 15 octobre 1977. Cette nuit-là, donc du 15 octobre, des coups ont résonné pendant 4 heures. Guy Playfair pensait peut-être que l'entité essayait de rentrer en contact avec eux, donc il a décidé, pour s'en assurer, d'inviter Annie Shaw à expertiser les lieux. Donc un jour, en fin d'après-midi, Annie Shaw et son mari George sont arrivés à la maison, organisèrent une séance de spiritisme. Donc Annie s'installa sur une chaise en bois, au plein milieu du living, et elle leur expliqua que les entités allaient en fait communiquer à travers elle, donc il fallait absolument pas en avoir peur. Et au même moment, George récita une courte prière, et Annie commença à respirer de plus en plus fort. Annie s'est mise à crier « Allez-vous-en » puis se mit à ricaner. George, qui décida clairement que c'était bon, qu'il fallait s'arrêter là, prit le petit mouchoir qu'il avait dans sa poche, il a mis le miroir devant la figure d'Annie, elle le repoussa, lui cracha au visage, elle retrouva tranquillement son esprit après que George ait récité quelques paroles. Pour Annie, la maison semblait être le jouet en fait de plusieurs entités. Il n'y en aurait pas qu'une. Et s'ils arrivaient à écarter un de ces esprits qui était le chef, et bien peut-être que tout ça s'arrêterait. Après leur départ, tout semblait s'être calmé, sauf que les entités s'acharnaient sur Janet, ce qui affectait ses études. Une nuit, Janet s'est réveillée suffocante, et il y avait un vieil homme qui avait en fait posé sa main sur la bouche et le nez de Janet pour essayer de l'étouffer. Et 2 semaines après, les activités paranormales sont revenues comme au début. Donc c'est comme si Annie et George n'avaient jamais rien fait. Et toutes ces manifestations étaient toujours plus fortes. Et à la différence des phénomènes du début, c'est que maintenant les coups semblaient venir en fait de tous les coins de cette maison. Et avec même l'impression que plusieurs esprits frappaient en même temps. Le 29 octobre 1977. Donc la famille partit une semaine en vacances, histoire de souffler un peu, d'oublier un peu tout ça. Et le 5 novembre, jour de leur retour, le poltergeist a recommencé là où il s'est arrêté. Donc la famille voyait des visages aux fenêtres et des ombres aux marches de l'escalier. Ils entendaient des bruits très très bizarres, des pas, des paroles, des gémissements, des grognements, des murmures. Les lits que Peggy avait fait le matin étaient défaits
Les lits avaient comme une forme bizarre, comme si quelqu'un était toujours couché dedans. Les oreillers avaient la forme toujours d'une tête invisible. En gros, comme si quelqu'un était toujours couché dedans. Et quand le poltergeist allait frapper, Peggy avait l'impression en fait d'avoir sa tête comme dans un étau. Et une fois que le poltergeist avait fini, la douleur s'arrêtait. Aussi vite qu'elle est venue. Le 10 novembre 1977. Donc le jour de l'anniversaire de Janet, Maurice Grosse a vu Janet voler de plus d'1,80 m de haut. Le 12 novembre 1977. Vers 5 h du matin, le lit de Janet se retourna ainsi que son matelas. Donc Guy Playfair décida en fait de mettre un petit papier, un petit crayon dans la cuisine pour voir si l'entité allait leur laisser un petit message. 5 minutes plus tard, Peggy trouva un petit papier sur le frigo, mais qui ne venait pas de ce bloc, qui venait d'un bloc d'exercice de Janet. Et sur ce petit papier, il était griffonné: je resterai dans cette maison, ne lisez pas ceci à quelqu'un, ou je passerai aux représailles. Évidemment, Janet nia l'avoir écrit, et Peggy se dit que même si elle l'avait écrit, comment elle aurait fait pour le mettre sur le frigo sans se faire voir? C'était impossible de passer et de pas se faire voir, tout simplement. Et puis un jour, le mari de Peggy est venu apporter le chèque de pension alimentaire. Elle décida de lui raconter ce qui se passait. Elle lui a raconté, donc elle lui a dit ce qu'il y avait sur le petit papier. Et au moment où son mari est parti, il ne se passa rien, mais tout de suite après, Peggy s'excusa. Et quelques instants plus tard, elle retrouva un petit papier où il était mis: un malentendu, soit, ne recommencez pas, je sais qui c'était. Et ce papier venait encore une fois, d'un des cahiers de Janet. Mais cette fois-ci, elle n'était pas du tout à proximité. Donc ça n'aurait pas pu être Janet qui l'aurait écrit. Et pourtant, ça avait son écriture. Une nuit, alors que tout le monde dormait, des hurlements ont déchiré le silence de la nuit. Ils ont retrouvé Janet se contorsionner dans son lit, le visage tordu par un rictus. Deux hurlements, une tentative pour Maurice Grosse qui lui tenait le bras. Elle appelait sa maman en gémissant, comme si elle arrivait à reprendre possession de son corps. Comme si elle arrivait à reprendre le dessus par rapport au poltergeist. Ils ont décidé d'amener Janet aux urgences. Donc le médecin des urgences a simplement administré du Valium à Janet et il a rédigé un rapport avec ses conclusions. Plainte et hystérie, agressive, aucun signe de communication. Signes cliniques présentés, tendance à la violence. Diagnostic, schizophrénie. Super. Donc il s'en est allé vers 23 h. À peine 45 minutes plus tard, un bruit fracassant retentit à l'étage. Janet avait été projetée de son lit et était retombée sur la radio posée sur la petite commode. Suivante, même chose, mais moins longtemps. Puis d'un coup, elle est sortie de son lit, les yeux fermés, les bras tendus, et elle dit: où est Gobert? Il vous tuera. Oh mon Dieu. Et tout de suite après, sa sœur s'est plaint qu'on lui piquait avec une épingle. Donc après ça, ils ont décidé en fait de faire venir un autre médecin, pas très compétent. Il lui a simplement donné des cachets à prendre. Et après ça, Janet a dormi paisiblement. Donc le lendemain matin, Janet se réveilla après avoir dormi 13 heures. Elle est rentrée dans une transe. Elle a commencé à dessiner, à faire 9 dessins. Elle les a dessinés à une vitesse spectaculaire, sans jamais prendre conscience de ce qu'elle faisait. Donc il y avait un dessin, ça ressemblait à une famille. Il y avait comme du sang qui sortait de leur gorge. Et au bas de la page de ce dessin était écrit Watson et on pouvait y voir des gouttes de sang. Puis les autres dessins reprenaient le même thème, la mort, le sang et des couteaux. Et Janet n'en a jamais eu aucun souvenir, elle ne se rappelle absolument de rien du tout. Donc Peggy expliqua aux enquêteurs qui étaient venus l'interroger que Watson était l'ancien propriétaire de cette maison. Donc Madame Watson en fait était décédée d'une tumeur à la gorge.
à l'hôpital. Et M. Watson était décédé dans la maison, dans le fauteuil qui se trouvait dans le salon. Donc depuis le début de leur enquête, Maurice et Guy Playfair essayaient de rentrer en contact avec les entités, mais sans succès. Puis un soir, Maurice réussit à rentrer enfin en contact avec l'une de ces entités, mais l'entité accepta seulement si la porte était fermée. La voix de l'entité était celle d'un vieil homme, forte et rude. Il était très très grossier et il se contentait en fait de juste nier sa mort. Et il s'amusait juste à insulter Maurice. Maurice a passé outre ses propos très très grossiers et injurieux. Il a juste continué et il a eu raison car il a vraiment eu des longues réponses à ses questions. Mais le son de la voix de l'entité provenait de Janet. Elle ne bougeait jamais les lèvres. Donc, Et ils apprirent aussi qu'une dizaine d'entités se partageaient la place. Quelques-uns étaient capricieux, d'autres agressifs. Et il y en a un qui se détachait des autres, qui était relativement coopératif. Il prétendait s'appeler Billy. Donc Billy expliquait en fait Billy était aussi un ancien occupant de cette maison. Il expliquait aussi qu'il était devenu aveugle avant sa mort. Il expliquait aussi également comment il est mort. En fait, il s'est simplement endormi paisiblement dans le fauteuil, dans l'angle de la pièce. Il s'est réveillé dans le cimetière et au moment où il s'est réveillé, il a juste décidé de rentrer à la maison et de les hanter, tout simplement. Et il s'acharnait particulièrement sur le lit de Janet parce que pour lui, c'était le sien. Après quelques recherches, ils ont découvert en fait qu'un vieil homme nommé Billy Wilkins avait effectivement habité cette maison et qu'il était décédé d'une hémorragie cérébrale pendant son sommeil. Billy, donc l'esprit, acceptait de parler, de répondre à certaines questions, mais s'agaçait vite quand on parlait de sujets comme la religion. 1er décembre 1977. Janet a affirmé aux enquêteurs qu'elle avait lévité. Les enquêteurs, n'en croyant pas un mot, ont décidé d'en fait aller voir les voisins, l'entourage proche, pour voir si ce qu'elle disait était vrai, si eux avaient remarqué quelque chose. Et l'un d'eux a dit « Vu cet enfant, depuis je sais qu'elle s'appelle Janet. Elle était à l'intérieur de la pièce. Au début, j'ai vu sa tête apparaître à la fenêtre. Exactement comme si elle rebondissait sur son lit. Puis des objets traversant la pièce. Ils n'étaient absolument pas lancés vers la fenêtre. Ils se déplaçaient en décrivant des cercles. Ils frappaient la vitre. Ils rebondissaient pour continuer à la même hauteur, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les objets avaient été lancés, ils auraient simplement frappé la vitre et seraient tombés. Les objets paraissaient être des livres, des poupées et du linge. L'enfant apparut à 2 occasions, flottant horizontalement à travers la pièce. Et 2 fois, ses bras se cognèrent avec force contre la vitre. À ce moment, j'ai craint qu'elle ne passe par la fenêtre. Alors que les objets tournoyaient dans la pièce, les rideaux avaient été soulevés vers l'intérieur. Petit problème de vidéo, désolé, la partie 2 de toute façon arrivera samedi à 17h30. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous et prends soin de toi.